Donc, je disais bonjour à tous, merci pour votre participation. Comme d'habitude dans nos webinars, on va essayer d'être pragmatique et de donner des tips de manière à ce que vous puissiez repartir à la fin de cette séance avec un certain nombre d'idées qu'on espère bonnes pour vous aider dans la gestion de votre trésorerie et de vos impayés. Donc, vous avez sur ce premier slide le sommaire. Donc, dans une première partie, on va expliquer d'un point de vue très pratique ce qui nous semble être des bonnes pratiques par rapport à vos débiteurs. Et dans une seconde partie, malheureusement, ça arrive et on le voit de plus en plus compte tenu de la situation économique globale, encore que les secteurs ne sont pas tous impactés de la même manière, les moyens de recouvrer extrajudiciairement ou judiciairement les fonds lorsqu'on a des débiteurs qui ne règlent pas les factures. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On les prendra à la fin. Et donc, il y a une séance de Q&A qui est prévue d'une quinzaine de minutes. Alors, le premier, comme je le disais, on va présenter un certain nombre de bonnes pratiques. Donc, le premier élément, c'est de maîtriser les encours clients, c'est-à-dire de ne pas laisser des impayés s'accumuler sur des comptes clients, parce que c'est ce qu'on voit malheureusement trop souvent. On a d'un côté, on est pressé, le client a des opérations à mener, il vous met sous pression, il veut être livré, etc. Mais de l'autre côté, il ne vous paye pas. Et donc, si on laisse la situation empirer, eh bien, on va se retrouver avec des gros impayés qui peuvent à un moment donné devenir critiques pour votre propre trésorerie. Donc, la recommandation numéro 1, c'est de fixer des limites, de fixer des seuils à partir desquels il y a des alertes qui se mettent en place avec un système d'escalation jusqu'à un moment où vous allez stopper la prestation, stopper les livraisons, stopper la réalisation des services. Ça, c'est très important. Et donc, vous devez en interne avoir des systèmes peut-être automatiques. Par exemple, nous, c'est des choses qu'on a mis en place dans notre cabinet. On a des seuils d'alerte à partir de certains montants. Bien, les responsables des dossiers reçoivent des alertes en disant attention, on n'est pas payé. Il faut voir si on continue de prester. Et quand on atteint un certain niveau, ben là, automatiquement, on arrête. Donc, il faut réfléchir à mettre en place ce type d'outils en interne dans toutes vos entreprises. Ensuite, point très important, mais qui est souvent négligé, c'est essayer de vérifier la solvabilité de son client. Donc, avant d'entrer en contrat, regardez si on a des informations. Tout au long de la relation d'affaires, il va falloir de manière régulière se renseigner. C'est un petit peu, si vous voulez, la même chose que pour ceux d'entre vous qui sont soumis à des règles AML, l'obligation de contrôle en continu. Eh bien, c'est la même chose. Vous pouvez avoir entré un client en 2020, en 2021, alors que sa situation financière était excellente, mais cette situation peut se dégrader. Alors, comment on peut faire pour vérifier la solvabilité d'un client ? C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de fichier général, on n'a pas accès aux encours bancaires, etc. Et donc, il va falloir essayer d'avoir des infos auprès d'autres fournisseurs, auprès d'autres clients, et le cas échéant, évidemment, se servir au maximum du site lbr.lu, registre du commerce, pour vérifier si les comptes sont régulièrement déposés, voire même s'il n'y a pas eu une procédure de faillite qui a été engagée contre le client, puisqu'il y a un onglet dans le site LBR qui liste toutes les sociétés qui sont tombées en faillite. Donc c'est trop tard puisqu'elles seraient tombées en faillite, mais c'est quand même important de regarder si peut-être même des gros clients de votre client, des clients ultérieurs, seraient tombés en faillite, parce que les faillites en cascade peuvent entraîner des conséquences sur vos clients directs, même s'ils n'en sont pas à l'origine. Donc, comme je le disais, il y a parfois aussi des articles de presse, donc des recherches sur Google, sur Bing, sur ce genre de sites sont importantes, le registre du commerce et les bilans. Alors, si vous récupérez les bilans et que ces bilans sont assez récents, donc, par exemple, si vous récupérez aujourd'hui, on est le 18 janvier, très peu d'entreprises ont déjà publié leur bilan 2023, mais vous pouvez déjà avoir ceux de 2022. Normalement, depuis 6 mois, ils sont publiés. Donc, vous devez regarder ces bilans et vous devez les interpréter. C'est-à-dire, il suffit pas,
déjà, une société qui ne publie pas ses bilans, c'est un très mauvais signe, parce que ça permet pas de contrôler et c'est une violation de la loi. Je rappelle que de ne pas publier ses bilans dans le délai légal peut entraîner la mise en liquidation judiciaire d'une société. Donc, c'est un point important. Ensuite, quand vous avez le bilan, il faut regarder. Donc, regardez ce bilan, regardez la notion de perte reportée ou de profit reporté. Regardez les encours également, c'est extrêmement important. Plus vous avez des encours clients à l'actif d'un bilan, plus on peut se demander pourquoi les gens ne payent pas. Et donc, ça peut vouloir dire que les gens ne payent pas parce qu'il y a des défauts, il y a des contestations, les gens ne sont pas contents. Ça peut aussi vouloir dire qu'ils ont vendu à tort et à travers à des gens qui eux-mêmes ne sont pas solvables. Donc, un encours client très important, ça a beau être de l'actif, c'est un signe de risque dans un bilan. À côté de ça, au passif, il faut regarder également la composition des dettes. Est-ce qu'on a des dettes bancaires? Est-ce que ce sont des dettes à court terme ou à long terme? Quand vous avez des dettes à court terme inférieures à 1 an, ça veut dire que si vous êtes en train de regarder le bilan 2022, ça veut dire que ces dettes, théoriquement, d'après le bilan, auraient dû être payées en 2023. Et donc, si elles l'ont été, ça va réduire d'autant l'actif de la structure. Et si elles ne l'ont pas été, c'est une hypothèse de défaut qui pourrait, le cas échéant, entraîner un créancier vers une action judiciaire contre votre client, votre potentiel client. Donc, c'est important de regarder le bilan et de l'analyser. Malheureusement, les notes au bilan les annexes sont pas publiées ou très rarement. Lorsqu'elles le sont, n'hésitez pas à les consulter. Ça donne très souvent des indications extrêmement précieuses sur l'état de la structure, la composition de son portefeuille, le cas échéant, etc. Donc, c'est très important de regarder le bilan. Vous allez également regarder le patrimoine du client. Est-ce qu'il a des immeubles ou pas? Et en fonction de son activité, l'importance de ce patrimoine est variable. Si vous avez une société industrielle par rapport à une société de service, évidemment, on ne s'attend pas à avoir la même composition de patrimoine. Donc, il faut regarder ça. Un autre élément intéressant à regarder, c'est la distribution des dividendes. Est-ce que lorsque l'entreprise fait des profits, elle distribue systématiquement les dividendes, ou au contraire, est-ce qu'elle les garde de manière à réinvestir dans son activité? Ça aussi, c'est une indication très intéressante sur l'état d'esprit des actionnaires. Et donc, une entreprise qui a conservé de la trésorerie, du résultat pour investir, on peut supposer qu'elle aura plus de facilité à passer une période difficile qu'une entreprise qui distribue systématiquement l'intégralité de son profit quand elle en a. Comme je vous l'ai dit, l'actif, j'ai déjà parlé des créances clients, mais un autre élément important, c'est le stock. On a souvent des difficultés quand on est entrepreneur à valoriser correctement son stock. On a toujours peut-être tendance à vouloir le survaloriser en disant écoutez, c'est du matériel qui fonctionne, etc. Donc il a une valeur importante. Il faut pas se faire leurrer par la valorisation comptable d'un stock. Quand on fait des due deals dans le cadre de transmission d'entreprise, on est souvent amené à faire des réévaluations à la baisse de la valeur du stock. Donc de la même manière, quand vous regardez l'actif et notamment le stock, il faut imaginer, il faut essayer de comprendre la composition de ce stock et le cas échéant, regarder s'il est effectivement valorisé à sa bonne valeur ou si au contraire, on peut envisager qu'il y a une petite ou moyenne survalorisation de ce stock. Les créances, j'en ai déjà parlé. Les avoirs en banque, la trésorerie, c'est un élément important puisque c'est ce qui permet de payer les dettes immédiatement exigible. Donc, une trésorerie au 31 décembre, c'est un indicateur. Évidemment, ça ne préjudicie pas de l'état de la trésorerie une semaine après, un mois après, 6 mois après. Mais disons que c'est déjà un indicateur sur la capacité de la structure à payer ses dettes immédiates. Encore une fois, la problématique étant qu'un bilan, c'est une image à un instant T. Et aujourd'hui, si on se place au 18 janvier, on n'aura probablement pas de bilan autre que, dans le meilleur des cas, celui au 31 décembre 2022. Une société qui réalise des pertes, c'est pas forcément un problème. Il y a des business models qui sont structurés de telle manière que pendant X années, la société va réaliser des pertes. Par exemple, lorsque vous avez une société qui détient un projet immobilier dans le but de le vendre ultérieurement
en VFA, eh bien, les premières années d'exercice et d'exploitation, elle ne va réaliser que des pertes parce que ce sont des postes de coût. Il va falloir acquérir le terrain, réaliser la construction, faire tous les invests autour de la vente et du marketing, etc. Et donc, pendant X années, la société sera en perte et pour autant, c'est pas un signe de mauvaise santé de la structure puisque les entrées se font au moment des ventes. Donc, analyser le bénéfice ou la perte, ça implique aussi de comprendre le business model de la structure pour être capable de dire oui, c'est une perte passagère ou alors c'est une perte normale ou alors c'est une perte qui n'est pas normale et à ce moment-là, mettre un petit peu le client sous surveillance pour éviter de se retrouver dans des situations de débit, de dettes impayées. Donc, les dettes, comme je l'ai déjà expliqué, il faut regarder la composition, long terme, moyen terme, est-ce que c'est un bon ou un mauvais payeur, essayer d'avoir sur base du bilan ces informations. Alors, il y a des logiciels et des applications qui permettent de suivre ces éléments. Je peux que vous inviter à y réfléchir parce que ils ont l'avantage d'être automatiques, ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle des KPI, des Key Performance Indicators, qui vont vous orienter dans vos décisions et dans votre choix de continuer ou de ne pas continuer à prester pour un client, voire même à commencer une activité pour un client. Donc, ce sont souvent des logiciels sous forme de dashboard qui vont vous permettre de regarder l'évolution d'un encours, qui vont vous permettre de regarder le délai de paiement. Quand vous voyez qu'un client qui avait l'habitude de vous payer à 30 jours commence à vous payer à 60 jours ou à 90 jours, eh bien, vous devez être alerté sur le fait que ça peut impliquer des difficultés de trésorerie qui s'accumulent et c'est un signe que vous devez analyser et vous devez en tirer des conséquences. Donc, il y a toute une série de KPI qui peuvent être mis en place. Ce qu'on utilise généralement, c'est l'encours, donc le montant des arriérés, c'est les délais de paiement. Est-ce qu'il y a une extension du délai de paiement et un autre indicateur sont les paiements partiels de facture. Un client qui vous doit 10 000 euros et qui vous paye 5 000 euros, ça veut dire qu'il a des difficultés à réunir les fonds. Donc, c'est également un signe d'alerte auquel il faut être attentif. Alors, une fois qu'on a vu ces éléments, je dirais, factuels, il faut réfléchir aux éléments contractuels pour se mettre en position, le cas échéant, si des impayés arrivent, d'être solide et d'aller au plus vite pour récupérer ses créances. Donc, ce que vous devez réfléchir, intégrer dans les contrats ou dans vos contrats ou dans vos conditions générales, suivant le modèle que vous avez, c'est de fixer des dates de paiement de facture. Donc, vous devez indiquer paiement à réception à 15 jours, à 30 jours, peu importe. N'oubliez pas de préciser la loi applicable au contrat. En B2B, les parties peuvent choisir. En B2C, c'est plus réglementé. Que si vous êtes une entreprise luxembourgeoise, essayez de mettre le droit luxembourgeois comme loi applicable et comme juridiction, les tribunaux. Et là aussi, sous réserve des règles de protection du consommateur, vous pouvez fixer en B2B le tribunal compétent. Donc, selon le lieu de votre siège, vous allez fixer Luxembourg ou Diekirch. Et selon les montants, ça peut même être Esch. Encore une fois, quand vous faites du B2C, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent de protection du consommateur et donc la loi applicable et la juridiction applicable peuvent être modifiées par effet de ces lois impératives et donc ça peut finir en étant la loi du pays de résidence et les juridictions du lieu de résidence de votre client. Donc là, il faut être attentif à ce que vous allez mettre dans vos contrats et conditions générales. Un point intéressant, on faisait comme ça, mais il y avait quand même un doute, mais ça a été confirmé par un arrêt de la Cour de justice européenne. Quand vous avez des conditions générales qui renvoient par le biais d'un hyperlien, quand vous avez des contrats qui renvoient par le biais d'un hyperlien vers des conditions générales, c'est considéré comme valable. Se pose toujours la question, est-ce que le client a pris connaissance de vos conditions générales? Donc maintenant, la chose est clarifiée. Si vous avez un bon de commande, par exemple, qui renvoie à des conditions générales, en B2B, il n'y a pas de problème, c'est reconnu. Encore une fois, en B2C, là, ce sera différent et vous avez intérêt à faire signer vos conditions générales par le client ou en tout cas à faire en sorte qu'elles soient acceptées, même électroniquement, par un titre de box, par exemple.
Ensuite, sur les délais de paiement, il y a une loi à Luxembourg de 2004 qui prévoit les règles que vous pouvez mettre en place. En B2B, il y a la possibilité, si c'est prévu dans vos contrats, d'avoir des taux assez importants. Donc, c'est les taux d'intérêt au taux directeur de la banque centrale majoré de la marge. Donc, aujourd'hui, ça nous amène à 12,5% par an. Donc, c'est considérable. Évidemment, je vous invite à mettre ce type de clause dans vos conditions générales. Donc, ça, c'est applicable en B2B, mais également dans le cadre des appels d'offres avec des établissements publics ou l'État. Donc ça, évidemment, il faut le mettre. Si vous l'avez pas mis, à ce moment-là, on tombe dans la règle générale qui est également applicable pour les consommateurs, qui est le taux d'intérêt légal, standard. Pour 2024, il est fixé à 4,5%. Donc, vous voyez la différence entre 12,5 et 4,5, ça vaut le coup d'y réfléchir et de les intégrer. Ensuite, la loi fixe également, pour ce qui est du consommateur, facture payable à 1 mois et le défaut après 3 mois. Alors, la facture acceptée, qui est un principe bien ancré dans notre droit, qui nous vient initialement du droit belge. Le principe de la facture acceptée, schématiquement, sous certaines conditions, si vous recevez une facture et que vous ne la contestez pas, le tribunal qui serait saisi, que vous ne la contestez pas dans un délai raisonnable, le tribunal qui serait ultérieurement saisi ne regardera pas le fond du dossier, mais simplement est-ce qu'il y a ou non une contestation. Et s'il n'y a pas de contestation, eh bien, vous serez considéré comme ayant accepté tacitement, mais de manière non équivoque, cette facture et vous serez condamné à la payer. Ça peut amener à des situations assez ubuesques. On vous envoie une facture pour livraison de matériel que vous n'avez pas reçu. Si vous n'avez pas contesté, vous serez condamné à payer ce montant. Après, il y aura peut-être d'autres recours parce qu'effectivement, vous n'aurez pas été livré. Mais dans un premier temps, vous serez condamné à payer. Donc, pour le principe de la facture acceptée, déjà, il faut une facture. Alors là, on a une définition classique retenue par les tribunaux d'une facture. Un écrit dressé par un commerçant dans lequel sont mentionnés l'espèce, le prix des marchandises et de services, le nom du client, l'affirmation de la dette, et donc qui est remis au client pour l'inviter à payer. Donc vous devez avoir un écrit qui contient certains éléments impératifs et vous devez avoir la preuve que cette facture lui a été communiquée. Donc si vous envoyez une facture par courrier simple, vous avez un problème. En revanche, si vous l'envoyez par email avec un accusé de réception, vous êtes déjà en position bien plus sûre. L'idéal étant, vous envoyez la facture, on vous répond bien reçu, là, il n'y a plus de contestation sur la facture. Donc, veillez à ce que vos factures contiennent les mentions obligatoires et veillez à conserver la preuve de l'envoi et de la réception, surtout, de cette facture. Alors, la notion de facture acceptée, maintenant, dans quelle situation les tribunaux vont l'appliquer? Pour des achats et ventes de biens et de prestations de services, ça ne vaut qu'entre commerçants. Donc, le principe de la facture acceptée n'est pas applicable en B2C. C'est un principe à portée générale à tous les contrats et qui crée une présomption irréfragable. Irréfragable, ça veut dire qu'on ne peut pas contester. Donc, si on constate la facture acceptée, on ne peut pas la contester. Alors que dans les autres contrats, on peut toujours dire « mais non, j'ai pas été livré », etc. Là, si le commerçant qui a reçu la facture ne l'a pas acceptée, ne l'a pas contesté, pardon, eh bien, elle forcera le juge à condamner au paiement. Alors, encore un point, cette facture acceptée ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a un flux où il y a une relation régulière entre les parties. Donc, si vous recevez une facture de quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez jamais travaillé, le principe de la facture acceptée ne s'appliquera pas, puisqu'il n'y a pas de flux préexistant. Mais si en revanche, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé même une seule fois, à ce moment-là, vous devez impérativement veiller à contester la facture. Alors, on rencontre souvent des clients qui parce qu'ils ont un flux régulier justement avec un de leurs clients, hésitent à contester une facture. Avec un client, avec un fournisseur, hésite à contester la facture en se disant ça va créer des tensions et ça va mettre de l'huile sur le feu. C'est un mauvais raisonnement. C'est un mauvais raisonnement. On peut contester la facture tout en envoyant à côté un email ou une explication en disant d'un point de vue juridique, je suis contraint par mon service juridique, mes avocats m'ont conseillé, mettez la charge de cet acte qui peut être un peu dur sur vos conseils, mais contester, parce que ne pas contester,
à bref délai. Aujourd'hui, le bref délai, c'est qu'on a 4, 5, 6 semaines, grand maximum, mais disons que quand on dépasse les 3 semaines, c'est déjà, on a toujours un peu un doute. Donc contestez si vous avez la moindre raison de le faire, quitte derrière à expliquer que c'est juste par rapport aux obligations légales ou à vos conseils. Mais si vous ne le faites pas, au bout de 2 mois, vous ne pourrez plus contester. Et donc la contestation sera considérée comme tardive et le tribunal n'aura d'autre choix que de vous condamner sur base de la facture acceptée, ce qui serait dommage si vous avez des raisons de la contester. Alors, le point suivant, quand vous avez envoyé une facture, que cette facture n'est pas payée conformément au délai que vous avez indiqué dans votre contrat ou dans vos conditions générales, eh bien, il va falloir procéder à une mise en demeure de paiement. Alors, c'est quoi une mise en demeure? Acte par lequel le créancier manifeste sa volonté en vue d'exiger l'exécution des prestations dues et à défaut tirer les conséquences légales de l'inexécution. Donc, vous allez devoir envoyer un courrier en disant « Vous n'avez pas payé, on vous met en demeure de payer ». Ça a 2 conséquences. Donc, vous pouvez le faire par huissier, mais en général, sauf raison particulière, moi, ça arrive une fois par an qu'on ait une raison particulière de le faire. En général, un courrier recommandé est suffisant. Vous pouvez prévoir d'autres modalités dans les conditions générales, email par exemple. Ne faites pas ça de manière orale puisque ce sera très compliqué de le prouver. Ça a pour conséquence que ça fera partir, à partir du moment où vous aurez envoyé la mise en demeure, ce sera le point de départ des intérêts dont on a parlé de retard. C'est pas l'envoi de la facture, c'est pas la date d'envoi, c'est la date de mise en demeure qui fait partir les délais. Donc veillez, et vous pouvez aussi utiliser des outils informatiques, veillez une fois que le délai de paiement normal est dépassé, à envoyer cette mise en demeure pour faire courir les intérêts de retard. Alors, 6 bonnes pratiques pour prévenir les impayés, comme ça vous avez ça sur un slide. Vérifier la solvabilité des clients et le faire de manière régulière, notamment grâce au registre du commerce. Et il y a également des avis de faillite, comme je vous le disais, il y a un onglet sur le registre du commerce, donc suivez ça. Même si c'est pas pour vos clients, ça peut être pour des clients de vos clients, donc c'est toujours intéressant. Demandez des acomptes et des provisions quand vous le pouvez. Évitez de laisser partir les encours trop hauts. Privilégiez le paiement des réceptions des factures, ça c'est à vous de décider, c'est une stratégie commerciale, mais plus vous raccourcissez le délai entre la facture et le paiement, mieux votre trésorerie se portera. Mettez en place une politique interne sur les impayés, avec des logiciels, avec la formation de votre personnel, avec un suivi régulier. Instaurer un rappel automatique des factures impayées, ça c'est quelque chose qui est également très important. Donc en plus des KPI dont on a parlé, vous pouvez automatiquement générer par vos systèmes de facturation, la plupart le font, l'envoi de rappels à partir de certains délais de retard, 15 jours, 30 jours. Donc escalation jusqu'à l'arrêt complet des prestations. Et ensuite, le cas échéant, envoyer une mise en demeure, peut-être un rappel de mise en demeure, mais après, il s'agira de réfléchir à agir judiciairement contre votre débiteur. Et c'est là que je cède la parole à Huguenet qui va aborder ce point. Donc, bonjour à tous. Comme Renaud vient de l'expliquer, toute entreprise peut mettre en place des mécanismes préventifs afin d'éviter les impayés. Cependant, si vous vous retrouvez quand même face à un débiteur qui refuse de payer ses dettes, vous avez 2 possibilités, donc soit le recouvrement judiciaire, soit le recouvrement extrajudiciaire. En ce qui concerne le recouvrement extrajudiciaire, donc il s'agit d'un recouvrement amiable qui se fait en dehors de toute intervention d'un juge. Donc la première solution consiste à adresser à votre débiteur des rappels de paiement. Ceci peut être fait par des appels téléphoniques. Dans ce cas, il faut quand même faire attention aux conversations de vive voix puisqu'elles posent souvent des problèmes de preuve. Pour cette raison, notamment, la lettre de relance est la forme privilégiée de recouvrement amiable. La lettre de relance peut être adressée à votre débiteur, soit par courrier, soit par email. Si, après des rappels de paiement, votre débiteur refuse toujours de payer sa dette, il faudra lui adresser une mise en demeure par courrier recommandé. Si le débiteur est de bonne foi, une autre solution peut être une mise en place d'un plan de paiement échelonné.
ça veut dire que vous pouvez proposer à votre débiteur de régler sa dette en plusieurs mensualités. Cette solution, elle présente plusieurs avantages. Donc d'abord, elle met fin à toute discussion qui concerne le bien fondé de la créance. Le débiteur qui accepte les modalités de paiement, il reconnaît la créance. Aussi, donc cette solution permet de préserver les relations commerciales et évite des frais de procédure judiciaire. La troisième option, c'est la clause compromissoire. Il s'agit d'une stipulation dans le contrat par laquelle les parties conviennent de recourir à la médiation ou à l'arbitrage pour tous les litiges qui pourraient naître dans l'exécution du contrat. Donc, en d'autres termes, la clause compromissoire insérée dans un contrat pourrait permettre de recouvrer de créances impayées. Le recouvrement judiciaire au Luxembourg. Donc, lorsque la procédure de recouvrement amiable s'avère infructueuse, le créancier peut toujours entamer une procédure judiciaire. Les procédures judiciaires au Luxembourg varient en fonction de la valeur du litige et de sa complexité. Avant de lancer une procédure judiciaire, le créancier doit d'abord s'assurer que le débiteur n'est pas en faillite. Si le débiteur est en faillite, il devra déposer une déclaration de créance au greffe du tribunal d'arrondissement compétent. Au Luxembourg, nous avons 2 tribunaux d'arrondissement qui sont situés à Luxembourgville et à Diekirch. En matière de recouvrement de créance, la compétence des tribunaux est déterminée selon le montant principal de la créance. Le juge de paix est compétent pour les créances inférieures ou égales à 15 000 euros. Dans ce cas, 2 modes de recouvrement s'offrent au créancier. Donc, d'abord, la procédure d'ordonnance de paiement. Il s'agit d'une procédure simplifiée, introduite par voie de requête unilatérale pour des créances non contestées et qui sont facilement vérifiables. Le second est d'introduire une action au fond par voie de citation. Donc l'action au fond est toujours possible pour des créances contestées ou incontestées. Le tribunal d'arrondissement est compétent pour les créances supérieures à 15 000 euros. Pour des créances qui ne sont pas sérieusement contestables, le créancier a le choix entre la requête en matière d'ordonnance de provision, qui est une requête unilatérale, ou l'assignation en référé provision devant le juge des référés. Sinon, le créancier a toujours la possibilité d'agir au fond. Donc, en ce qui concerne l'ordonnance de paiement pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros. Comme je viens de le mentionner, il s'agit d'une procédure simplifiée qui se déroule devant la justice de paix et en pratique, elle concerne les cas les plus simples où les créances ne sont pas contestées et sont facilement vérifiables. Cette procédure est applicable lorsque le débiteur est domicilié ou réside au Luxembourg. Dans sa phase initiale, la procédure est unilatérale. Ce qui veut dire que le débiteur, le demandeur intervient en déposant sa requête au greffe de la justice de paix compétente en fonction du siège ou du domicile du défendeur. Au Luxembourg, nous avons 3 justices de paix, donc qui sont situées soit à Luxembourgville, à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. Le formulaire de requête peut être téléchargé à partir du site web de justice.public.lu. Il s'agit de remplir le formulaire. L'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire et il faut également joindre une copie de toutes les pièces qui justifient l'existence de la créance et de son montant. Quelle est la procédure? Donc, il faut savoir que suite au dépôt de la requête, le justice de paix
ne procède qu'à un examen sommaire de bien fondé de la créance. Donc, si le juge considère que la requête n'est pas fondée, que la créance ne lui paraît pas suffisamment justifiée, il peut rejeter la requête. En revanche, si le juge estime que la demande est fondée, il délivre l'ordonnance conditionnelle de paiement. Cette ordonnance est notifiée au débiteur par le greffe. Suivant sa notification, le débiteur peut, dans le délai de 30 jours, payer la somme due ou sinon former contredit. Le point très important ici, donc après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement au débiteur, le créancier peut solliciter auprès du juge de paix que l'ordonnance soit rendue exécutoire. L'ordonnance rendue exécutoire produit les effets d'un jugement par défaut. Par exemple, cette ordonnance permet de pratiquer une saisie sur salaire. Le créancier dispose de 6 mois pour faire cette démarche et à défaut de démarche de sa part, l'ordonnance conditionnelle de paiement sera considérée comme nulle et non avenue. Donc, il faut bien faire attention de ne pas laisser passer le délai de 6 mois après l'expiration des 30 jours. Dans le cas où le débiteur forme contredit. Donc, le contredit se fait au moyen d'une déclaration au greffe. Dans cette hypothèse, le greffe va convoquer les parties à l'audience. Il s'agit d'une audience orale. Dans le cas où les deux parties se présentent à l'audience, donc le juge va rendre son jugement, mais dans le cas où aucune des parties ne se présente à l'audience, le juge va tout simplement radier l'affaire. Donc, à la suite de l'audience, le juge de paix rend un jugement motivé dont l'objet est de déclarer le contredit soit bien fondé. Dans ce cas, l'ordonnance conditionnelle de paiement sera annulée, soit partiellement fondée. Donc, le débiteur sera condamné pour la partie de la créance reconnue fondée, soit le contredit sera rejeté et le débiteur sera condamné de payer la créance. Dans l'hypothèse d'une condamnation de débiteur, le jugement intervenu servira de titre pour faire exécuter la condamnation. Bien évidemment, les voies de recours sont ouvertes et le débiteur pourra faire appel ou opposition de ce jugement. Dans le cas où l'affaire est plus complexe et la créance est contestée, le créancier peut toujours introduire une action au fond devant la justice de paix. Donc, il s'agit d'une citation à comparaître. Elle est habituellement rédigée par un avocat qui la transmet à un huissier de justice. Donc, c'est l'huissier de justice qui est chargé de notifier la citation au débiteur. Le délai de comparution est 8 jours. La procédure devant la justice de paix est orale et les parties peuvent comparaître en personne ou sinon se faire représenter. Les jugements de juge de paix sont susceptibles d'appel dès lors que l'enjeu de l'affaire ne dépasse pas 2 000 euros. Pour le recouvrement des créances supérieures à 15 000 euros, le créancier doit agir devant le tribunal d'arrondissement. Donc, pour pouvoir introduire une requête en matière d'ordonnance de provision, il faut remplir 3 conditions préalables. Donc, d'abord, le débiteur doit être domicilié ou résider au Luxembourg. Il faut que le débiteur ne soit pas en faillite et que la créance ne soit pas sérieusement contestable. Si ces conditions sont remplies, le débiteur peut donc s'adresser par voie d'une requête unilatérale au président du tribunal d'arrondissement compétent.
La compétence du tribunal d'arrondissement est en principe déterminée en fonction du siège ou du domicile de débiteur. Vous avez également donc un formulaire disponible sur le site web de justice.public.lu. Et à l'appui de votre demande, il faudra donc joindre toutes les pièces qui puissent justifier l'existence de la créance ainsi que le montant. Quelle est la procédure? Donc le président peut rejeter la requête s'il considère que la demande est injustifiée. Si le président considère que la demande est justifiée, il rend une ordonnance conditionnelle de paiement. Dans ce cas, le débiteur peut soit payer le montant de la condamnation, et dans ce cas, la procédure va prendre fin. Sinon, il peut former contredit. Cette possibilité existe tant que l'ordonnance n'est pas rendue exécutoire. Au cas où aucun contredit n'a été formé, après l'expiration du délai de 30 jours, le créancier pourra requérir que l'ordonnance soit rendue exécutoire. L'ordonnance exécutoire produit les effets d'une ordonnance de référé. Donc, ça veut dire qu'elle est exécutoire par provision. Donc, elle n'a pas d'autorité de chose jugée principale et elle est exécutée par le créancier à ses risques et périls. Donc, comme dans la procédure de l'ordonnance conditionnelle de paiement devant la justice de paix, le contredit se fait au moyen d'une déclaration écrite déposée au greffe du tribunal. Dans cette hypothèse, l'affaire est fixée en audience des référés pour débattre du bien fondé de la créance. À la suite de l'audience, le président du tribunal d'arrondissement rend une ordonnance motivée. Donc, l'objet de l'ordonnance est de déclarer le contredit soit bien fondé, soit partiellement fondé, soit non fondé. Et dans ce cas, le contredit sera rejeté et le débiteur sera condamné. Dans l'hypothèse de condamnation du débiteur, c'est l'ordonnance du président du tribunal d'arrondissement qui servira de titre pour faire exécuter la condamnation. Bien évidemment, la partie débitrice conserve la possibilité d'interjeter appel ou opposition. La deuxième procédure devant le tribunal d'arrondissement est donc la procédure d'assignation à un référé provision. Cette procédure est envisageable si le débiteur n'est pas domicilié ou ne réside pas au Luxembourg et que le tribunal d'arrondissement est territorialement compétent. Donc, il s'agit ici d'une procédure de référé. L'existence de la créance, encore une fois, ne doit pas être sérieusement contestable. La demande est formé par voie d'assignation en justice. Donc l'acte d'assignation est signifié au débiteur par un huissier de justice et le recours à un avocat à la cour est nécessaire. En ce qui concerne la procédure, donc la procédure est orale. Le défendeur peut comparaître soit en personne, soit se faire représenter. Comme dans le cadre d'une ordonnance conditionnelle de provision, le juge peut considérer la demande en provision soit comme justifiée, soit comme partiellement justifiée, soit comme injustifiée et la rejetée. Ce type d'ordonnance permet de poursuivre l'exécution forcée au risque de créancier. Appel et opposition sont également possibles. Donc, la troisième voie de recours qui est toujours possible devant le tribunal d'arrondissement est une action au fond. Si les circonstances de l'affaire sont plus complexes et que la créance est contestée, le créancier peut, par le biais d'un avocat à la cour, saisir le tribunal d'arrondissement compétent par voie d'assignation. L'acte d'assignation est aussi donc signifié au défendeur par l'huissier de justice. Et bien évidemment, donc
l'intervention d'avocats à la Cour est nécessaire. L'avantage d'une procédure au fond est que le jugement devient définitif après l'expiration des voies de recours et également, si l'affaire est commerciale et est jugée selon la procédure commerciale, la procédure sera relativement rapide. Parallèlement aux procédures nationales, nous disposons également d'outils européens de recouvrement judiciaire. Pour le recouvrement des créances au niveau européen, l'Union européenne a mis en place deux procédures spécifiques, à savoir donc la procédure d'injonction du pays européen et la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ces procédures s'appliquent aux créances commerciales et civiles transfrontalières, c'est-à-dire aux litiges dans lesquels le créancier et le débiteur ont leur résidence, domicile ou siège social dans les pays différents. Une petite précision, si votre débiteur est situé au Danemark, vous ne pouvez pas recourir à ces procédures. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la procédure d'injonction du pays européen, donc cette procédure permet de régler un litige civil ou commercial avec un professionnel situé dans un autre État de l'Union européenne. Il s'agit d'adresser une demande par voie postale ou, dans certains cas, par courrier électronique au tribunal compétent de lieu de domicile du débiteur. Comme dans le cadre des injonctions du pays national, l'injonction du pays européen porte uniquement sur des créances non contestées. Donc, c'est une procédure écrite qui repose sur l'utilisation de formulaires disponibles sur le portail de justice européenne. La demande doit être transmise à la juridiction compétente par l'intermédiaire du formulaire A. Donc, bien évidemment, avant de commencer à remplir le formulaire, vous devez identifier la juridiction compétente. Donc, ceci peut être fait sur le portail de justice européenne. La procédure est écrite et la représentation par un avocat est facultative. En ce qui concerne le coût de la procédure, elle n'est pas gratuite dans tous les États de l'Union européenne et chaque pays en fait fixe le montant de ses frais. À titre d'exemple, au Luxembourg, cette procédure est gratuite, mais par exemple en Allemagne, il faudra payer au minimum 36 € de frais de justice pour un litige de 500 €. Donc, la procédure d'injonction du pays européen prévoit 7 formulaires qui sont disponibles dans toutes les langues de l'Union européenne. Le demandeur doit utiliser le formulaire A pour introduire sa demande. Si la juridiction considère que la demande est bien fondée, elle délivre au défendeur dans un délai de 30 jours une injonction de payer via le formulaire E. À la réception de l'injonction, le défendeur peut soit payer, soit s'opposer au paiement. Pour ce faire, il a également un délai de 30 jours. Si aucune opposition n'est formée dans ce délai, l'injonction est considérée comme acceptée et déclarée exécutoire par l'envoi du formulaire G au demandeur. En cas d'opposition de débiteur, l'affaire peut, selon le choix du demandeur, être examinée par la juridiction nationale saisie selon la législation nationale. Donc, la deuxième procédure est la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette procédure couvre les litiges dont le montant maximal ne dépasse pas 5 000 € dans n'importe quel pays de l'Union européenne, à l'exception, encore une fois, de Danemark. Le litige doit être transfrontalier et être de nature civile ou commerciale.
Contrairement à la procédure d'injonction du pays européen, il peut s'agir d'une créance contestée ou incontestée. Comme pour la procédure d'injonction du pays européen, il s'agit d'une procédure écrite qui repose sur l'utilisation de formulaires types. La représentation par un avocat est facultative. La procédure se déroule à l'écrit, sauf bien sûr donc la décision contraire du juge national saisi. En ce qui concerne le coût de cette procédure, encore une fois, elle n'est pas gratuite dans toute l'Union européenne et chaque État membre fixe le montant de ses frais de justice. Comme dans la procédure d'injonction du pays européen, la procédure prévoit plusieurs formulaires. Donc, pour introduire sa demande, il faudra utiliser le formulaire A. Et la décision rendue peut être exécutée dans n'importe quel État de l'Union européenne sans procédure de reconnaissance ou d'exéquatur. Et pour terminer cette présentation, juste quelques mots concernant deux nouvelles procédures qui ont été introduites par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Donc, il s'agit de la procédure de réorganisation par accord amiable et de la procédure de réorganisation judiciaire. En ce qui concerne la première procédure, le débiteur peut proposer à tous ses créanciers un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. En cas d'accord sur ce plan de réorganisation, le tribunal pourra homologuer donc ce plan en vue de faciliter son exécution. En ce qui concerne la deuxième procédure, donc la procédure de réorganisation judiciaire, son but est de préserver sous le contrôle du juge la continuité de l'entreprise. Et cette procédure vise en fait donc soit obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d'un accord amiable, soit à obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, soit à permettre un transfert par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités de débiteur. Et je laisse la parole à Renaud. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. Comme vous l'avez vu, on a ces deux parties avec, dans un premier temps, essayer de trouver les outils, les informations, les réflexes et les méthodologies internes pour éviter de se retrouver avec, par surprise, des débiteurs insolvables, mais dont le non-paiement pourrait mettre en danger vos propres entreprises. Ça, c'est le point important. Vous avez tous certainement déjà entendu parler des faillites en cascade. C'est simplement une entreprise qui a un client stratégique, qui a un client pour ce qui le concerne tellement important qu'un défaut de paiement de ce client entraînera sa chute également. Donc c'est des situations évidemment à éviter. Vous connaissez l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, ça ne peut que vous inviter à réfléchir à ça. Mais au-delà de ça, mettre en place des outils de vigilance pour pouvoir suivre, parce qu'on voit trop souvent des gens qui nous disent on n'avait pas fait attention, on n'avait pas suivi, on n'a pas vu le train arriver et on se retrouve avec ce débiteur qui fait faillite et qui nous met dans une situation abominable. Donc voilà, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Quand vous avez des clients qui peuvent pas payer, c'est pas la peine d'imaginer qu'un bon procès et qu'une bonne condamnation vous permettrait de récupérer de l'argent. Gardez à l'esprit qu'un procès coûte de l'argent. Alors je plaide pas pour ma paroisse là, mais gardez à l'esprit qu'un procès coûte de l'argent et n'a d'intérêt que si derrière il y a des actifs à récupérer. Ça c'est extrêmement important. On se retrouve malheureusement parfois avec des beaux jugements et des belles condamnations contre des sociétés qui n'ont pas d'argent pour payer. Et donc on a encore brûlé de l'argent pour obtenir ce jugement, c'est inutile. Donc ce point est très important. Ensuite, on a essayé dans la seconde partie que vous venez à présenter de brosser rapidement les chemins possibles, les chemins judiciaires possibles pour recouvrer des créances.
Le point important à garder à l'esprit, c'est est-ce que vous avez des créances qui sont contestées ou pas. Le principe de la facture acceptée dont j'ai parlé s'applique devant ces juridictions et certaines procédures sont plus rapides que d'autres. Donc, en fonction de la situation, consultez vos conseils habituels qui vous diront quelle est la solution la plus rapide. Est-ce que c'est une solution de référé? Est-ce que c'est une solution d'ordonnance de paiement, etc. Ou alors est-ce que c'est une solution au fond? Ça, c'est très important. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées. On va passer au travers rapidement. Alors, je vais prendre depuis le début. Comment faire face à un client qui dit que sa facture va être payée dans la semaine, mais que cela n'arrive pas? Les promesses n'engageant que ceux qui les croient, c'est à vous d'avoir, ma foi, du bon sens. On a des clients qui peuvent manifestement pas payer, donc si on sait qu'ils n'ont pas d'argent, on sait qu'ils ne paieront pas, et s'ils ne payent pas, on sait que ça sert pas à grand chose de les attraire au tribunal. Donc, ma foi, dans ces cas-là, vous allez simplement pour le moment passer la créance en créance douteuse, voire irrécouvrable, pour essayer de récupérer la TVA, le cas échéant. Mais voilà. Donc, j'ai pas de solution miracle. Si on vous promet des choses qui ne sont pas respectées, comme toujours, à vous d'en tirer les conséquences. On nous demande le délai maximum pour contester une facture, et bien de 6 semaines. Encore une fois, c'est une question de fait et pas une question de droit. Il n'y a pas de délai maximum dans la loi. 6 semaines, c'est plus ou moins ce qu'on voit en jurisprudence. Parfois, les tribunaux, quand il y a des circonstances particulières, vont accepter des délais plus longs. Parfois, ils vont considérer que c'est déjà trop long. Je vous dis, en dessous, jusqu'à 3 semaines, on n'a pas de débat. Entre 3 et 6 semaines, on a de bonnes chances de s'en sortir. Au-delà de 6 semaines, ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut couvrir le risque d'impayé en souscrivant une assurance crédit? Absolument. Il faut bien lire les conditions, mais vous avez des assurances qui peuvent couvrir tout ou partie des impayés. Évidemment, ça coûte de l'argent, mais ça peut être des solutions à envisager. De la même manière, la facturage peut être une solution. Vous pouvez vendre vos créances à un tiers qui se chargera de les récupérer. Toutes ces solutions sont des solutions qu'il faut analyser, envisager. Évidemment, elles ont un coût. Parfois, attendre est plus intéressant, mais parfois, vous n'avez pas la possibilité d'attendre et il vaut mieux essayer soit avec le débiteur directement de trouver un accord. Je veux dire, entre un affactureur qui va vous dire « je rachète ta créance à 80% de sa valeur faciale », essayez peut-être déjà d'aller voir votre débiteur et de lui proposer un règlement de 80% de la dette. Donc la négociation et le bon sens, malheureusement, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Je suis dans la palissade aujourd'hui, mais si vous arrivez à récupérer quelque chose, c'est toujours mieux que de se battre pour essayer de récupérer tout. En tout cas, c'est ma politique. Mais après, c'est à vous de décider en fonction de votre débiteur, de sa capacité de règlement, etc. Combien de lettres de relance devons-nous envoyer avant la mise en demeure? Aucune en réalité. Vous avez un délai de paiement. Si votre contrat est bien fait, il fixe à 15 jours, par exemple. Au bout des 15 jours, il y a un défaut. Vous pouvez tout de suite faire une mise en demeure. Vous n'avez aucune obligation d'envoyer la moindre lettre de relance. Les lettres de relance sont une attitude commerciale, constructive, pas trop violente. Donc, en général, on le fait. On fait des lettres de relance en pratique, mais il n'y a pas d'obligation légale de le faire. Donc, vous en faites autant que vous voulez. Le seuil de la créance, c'est TTC, 15 000 €. Peut-on envoyer une mise en demeure par courrier recommandé? Vous pouvez, mais vous n'avez pas de preuve qu'elle a été réceptionnée. Donc, si en face de vous, quelqu'un dit « je n'ai pas reçu ce courrier », vous n'aurez rien à répondre et votre mise en demeure risque de rester lettre morte et de ne pas avoir d'effet devant un tribunal. Donc, c'est pas à recommander une mise en demeure. Il faut que vous ayez la preuve de la réception, comme je l'ai déjà dit. Comment faire si le client se trouve dans un pays Union européenne? Bon, ça dépend de votre contrat. Il faudra déjà regarder la compétence juridictionnelle, quels sont les tribunaux compétents, ensuite la loi applicable, ensuite le montant. Peut-être pourrez-vous passer par les procédures de règlement des petits montants évoqués par Huguenet, ou alors il faudra, le cas échéant, assigner en fonction du lieu que vous avez déterminé dans le contrat. C'est pour ça que je vous invite à contrôler dans vos contrats et vos conditions générales la compétence territoriale et la compétence, la loi applicable, de manière à attraire ça chez vous. Ça vous fera des coûts inférieurs et vous maîtrisez mieux les aspects juridiques. Sinon, si vous mettez rien, il y a un règlement européen qui déterminera la
compétence et vous pourrez aussi bien vous retrouver, si vous avez vendu en Italie, à Rome, en appliquant le droit italien que vous n'avez pas l'habitude, enfin dont vous n'avez pas l'habitude et que vous ne connaissez pas. Donc c'est très important de vérifier vos contrats. Je ne peux que vous inviter à faire revoir vos conditions générales et vos contrats par vos conseils juridiques pour régler ce genre de questions. Et sous quelles conditions est-il possible de procéder à une saisie conservatoire du compte bancaire? Il y a deux hypothèses. Soit vous avez un titre exécutoire, donc vous avez déjà obtenu un jugement de condamnation, et à ce moment-là, vous envoyez simplement le jugement à l'huissier, il fera la saisie. Soit vous n'avez pas de titre exécutoire, et dans ce cas-là, vous devez demander l'autorisation préalable au président du tribunal d'arrondissement. Donc vous allez sur une requête unilatérale, vous allez préparer le dossier où vos conseils vont déposer cette demande d'autorisation de saisie arrêt. Si le président considère que votre demande est fondée, à ce moment-là, il vous autorise à saisir arrêté, ce que vous faites, et ensuite vous assignez au fonds pour obtenir une condamnation. Mais en attendant, les fonds sont bloqués, le montant que vous avez, vous bloquez les comptes bancaires. À noter qu'une saisie de compte bancaire se fait, vous allez saisir une banque, vous allez pas saisir un numéro de compte, donc vous allez dire je fais saisie entre les mains de la Sparkasse, de la BGL, de tous les comptes bancaires ou de tous les avoirs détenus par cette banque et qui appartiennent à mon débiteur, et normalement tout est bloqué par la banque, mais vous ne saurez qu'au terme de la procédure si vous avez tapé juste, c'est-à-dire que la banque ne vous indiquera pas si oui ou non elle a des comptes, si oui ou non elle a des actifs avant que vous n'ayez obtenu le jugement. Ça, c'est lié au secret bancaire luxembourgeois. Donc, évidemment, pour faire des saisies arrêt, la solution idéale est de connaître les banques dans lesquelles vos débiteurs ont des comptes. Encore une question, les délais indiqués dans une mise en demeure avant la saisie du tribunal. Vous faites comme vous voulez, c'est une mise en demeure, donc vous pourriez dire 24 heures, 8 jours, 15 jours. En général, on met un délai raisonnable. Et un délai raisonnable, selon la situation, selon les montants, peut être variable. Mais disons que si on parle de créances jusqu'à 500 000 €, on va en général se situer entre 8 et 15 jours. Après, si c'est des montants supérieurs, il faut regarder quelles étaient les obligations initiales. Mais raisonnablement, 8 à 15 jours pour payer une dette qui est déjà échue par rapport à vos obligations contractuelles, c'est tout à fait acceptable et c'est raisonnable. Encore une dernière question, et puis je pense qu'on pourra arrêter là. Si le client a signé un devis à la facture, il estime que la facture est suite à un success fee non mentionné dans le devis ni la facture. Donc il conteste la facture 1 mois et demi avec son interprétation du devis et du success fee. Bon, je comprends pas très bien la question, mais de manière générale, quand il y a un litige, les avocats vous diront we stick to the contract, donc on va regarder ce qui est dans le contrat. Et si c'est dans le contrat qu'il y a un success fee, il est payable. Si c'est pas dans le contrat, c'est une négociation supplémentaire. Mais si on refuse de payer, eh bien, si c'était pas prévu, c'était pas prévu. Et combien de temps peut-on aller en arrière pour une facture impayée qui n'a pas été contestée par le client? Là, je comprends pas cette facture, mais si vous avez envoyé une facture même 3 ans auparavant, qu'elle n'a pas été contestée et qu'elle n'a pas été payée, vous pouvez en obtenir le paiement. Après, il y a des prescriptions spécifiques en fonction du type de facture dans le code de commerce et dans le code civil, donc il faut regarder. En principe, sauf erreur, la prescription des dettes entre commerçants est de 10 ans. Donc, a priori, vous pouvez remonter à 10 ans. Mais il faut vérifier au cas par cas la prescription. Mais vous pouvez remonter loin dans le temps. Voilà. Écoutez, un grand merci pour votre participation. On espère que ça a été utile. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Huguenet ou à contacter Maxime. Si vous souhaitez recevoir les slides, contactez Maxime, on n'a pas de problème pour les circuler. D'ailleurs, je pense qu'ils seront de toute façon disponibles sur notre site internet. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.